15h47, ce 18 juillet 1944, Hans Schulze, commandant de panzer allemand, observe à travers le périscope de son Tiger 12 des machines les plus redoutées de la Wehrmacht progressent sur les terres agricoles françaises, près de Caen. Chaque char Tiger pèse 60 tonnes. Chaque char est doté d'un blindage, suffisamment épais pour repousser n'importe quel obus allié. Chaque char coûte l'équivalent de 300 000 $ américains. Ensemble, ils représentent le dernier espoir de l'Allemagne nazie pour stopper l'avancée alliée après le jour J. Les mains de Schulze serrent les commandes à l'intérieur de sa forteresse d'acier. Il a survécu à 2 années sur le front de l'Est. Il a vu des T-34 partir en fumée. Il a regardé des Shermans exploser. Le canon de 90 mm de son Tiger peut percer n'importe quel char allié à 2000 mètres. Les Américains appellent le Tiger « invincible ». Même les commandants de chars alliés murmurent des prières quand ils aperçoivent la tourelle carrée si caractéristique. Mais à 15h47, Schulze entend quelque chose qui glace son sang. Un son que chaque tankiste allemand a appris à craindre. Le rugissement distinctif des moteurs Pratt & Whitney R2800. Plusieurs moteurs qui se rapprochent. 4 P-47 Thunderbolts apparaissent au-dessus de la ligne d'arbres à 2400 mètres d'altitude. Chacun transporte quelque chose de nouveau. Quelque chose que les renseignements allemands tentent désespérément de comprendre depuis des mois. 8 roquettes HVAR, High Velocity Aircraft Rockets, des cylindres de 12,7 cm de diamètre, fruits de l'ingénierie américaine qui vont réécrire les règles de la guerre blindée dans les 4 prochaines secondes. Le capitaine Antoine Dubois mène la formation. Son P-47 porte le surnom de Pierrot et Colombine, peint sur son nez. Dubois a 24 ans. Il vient de Lyon. Sa mère travaille dans une usine de munitions là-bas. Son père a servi pendant la Première Guerre mondiale. Dubois a 27 victoires confirmées à son actif. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de combats aériens. Aujourd'hui, il s'agit de prouver que l'innovation américaine peut transformer les chars les plus redoutés au monde en cercueil à 15h47 et 12 secondes. Dubois incline son P-47 à 45 degrés. Son pouce se dirige vers le dispositif de lancement des roquettes. Le réticule de visée s'aligne sur le Tiger de tête, le Tiger de Schulze. À travers son viseur, Dubois peut voir la coupole du commandant de char allemand, il peut voir l'antenne radio, il peut voir les maillons de chenilles de rechange que les Allemands soudent à leur coque pour une protection supplémentaire. Ce blindage supplémentaire ne signifie rien maintenant. La doctrine des chars allemands stipule que les Tigers sont inarrêtables depuis le ciel. Leur blindage supérieur mesure 40 mm d'épaisseur. Les rapports de la Luftwaffe indiquent que les roquettes américaines sont imprécises. Les commandants allemands disent à leurs équipages de chars que les attaques aériennes sont une nuisance, pas une menace. Chaque hypothèse est sur le point de mourir avec l'équipage de Schulze. Dubois tire à 15h47 et 14 secondes. La première roquette HVAR quitte son rail de lancement à 350 mètres par seconde. L'ogive de 12,7 cm contient 3,2 kg d'explosifs. Composition B. Les ingénieurs américains de la station d'essai d'artillerie navale, en Californie, ont passé 3 ans à perfectionner la charge creuse. Ils ont étudié le blindage des chars allemands, capturés en Afrique du Nord. Ils ont testé les angles de pénétration. Ils ont calculé la force explosive exacte nécessaire pour percer 40 mm d'acier Krupp à la vitesse finale. Mais ces ingénieurs n'ont jamais communiqué leurs calculs secrets à Dubois. Ils lui ont juste donné 8 roquettes et une instruction simple: viser le compartiment moteur. La roquette parcourt 1300 mètres en 2,7 secondes. Schulze ne l'a jamais vu venir. À l'intérieur du Tiger, son équipage entend un bruit comme si Dieu déchirait de la tôle.
La HVAR pénètre le compartiment moteur à 15h47 et 17 secondes. La charge creuse perce le blindage. Du métal surchauffé est projeté dans le compartiment moteur. Le moteur Maybach HL230, qui alimente le Tiger, contient 450 litres d'essence. L'explosion soulève le char de 60 tonnes de 15 cm du sol. Des flammes oranges jaillissent de chaque écoutille. L'opérateur radio meurt instantanément lorsque le stockage de munitions s'enflamme. Schulz meurt en essayant d'ouvrir l'écoutille du commandant. Le conducteur meurt à son poste de contrôle. Les mains serrant toujours les leviers de direction. Le canonnier meurt en chargeant un obus de 90 mm qui n'a jamais été tiré. Le chargeur meurt en essayant d'atteindre l'extincteur. 4 hommes qui ont survécu à Koursk. 4 hommes qui avaient des lettres de leur famille dans leurs poches. 4 hommes qui croyaient que leur Tiger les rendait invincibles. Morts en 1,8 secondes, de l'impact de la roquette à l'explosion finale. Mais les ailiers de Dubois sont déjà en piqué. Le lieutenant Paul Berger lance ses roquettes à 15h47 et 19 secondes. 2 roquettes. 2 autres Tigers partent en flammes. Le capitaine Laurent Chevalier suit à 15h47 et 20 secondes. Ces roquettes atteignent un Tiger qui tente de se mettre à couvert en marche arrière. Les munitions du char explosent si violemment que la tourelle se sépare de la coque et vole sur 12 mètres avant de s'écraser contre un mur de pierre. Le premier lieutenant Thomas Martin lance en dernier. Ces 8 roquettes trouvent 3 Tigers regroupés, exactement comme la doctrine allemande l'indique. Pour le soutien mutuel, les 3 chars brûlent simultanément. L'explosion du Tiger du milieu est si cataclysmique qu'elle endommage la transmission du char à côté. Temps total écoulé depuis la première roquette de Dubois jusqu'à la dernière de Martin, 4,2 secondes, 12 Tigers détruits, 12 équipages morts. 3 200 000 $ de blindage nazi transformés en ferraille fumante. Le prix, 32 roquettes américaines, coûtant chacune 180 $. Dépenses américaines totales, 5 760 $. Les Allemands ont dépensé 3 200 000 $ et ont obtenu 12 épaves fumantes. Les Américains ont dépensé 5 760 $ et ont changé le cours de la bataille de Normandie. Ce n'est pas seulement une supériorité militaire, c'est le génie industriel américain. Rendant l'investissement militaire nazi sans valeur, d'une simple pression sur un bouton. Mais voici ce que les renseignements allemands n'ont jamais compris, jusqu'à ce que des documents capturés le révèlent après la guerre. La HVAR n'était pas juste une plus grosse roquette. Les ingénieurs américains avaient résolu un problème qui tourmentait les roquettes non guidées depuis la Première Guerre mondiale, la précision. Les roquettes traditionnelles tournaient pendant le vol, créant des trajectoires imprévisibles. La HVAR utilisait quelque chose appelé des ailerons cruciformes. 4 ailerons disposés en croix. Les ingénieurs de la station d'essai d'artillerie navale ont découvert que cette configuration créait une couche limite d'air qui stabilisait la roquette sans rotation. Le résultat, une roquette non guidée qui pouvait toucher une cible de la taille d'un char à partir de 1200 mètres. Alors que l'avion de lancement se déplaçait à 610 km/h, des ingénieurs allemands capturés en 1945 ont admis qu'ils n'avaient jamais résolu la stabilisation des ailerons cruciformes. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les roquettes américaines atteignaient des cibles que leurs calculs disaient impossibles à atteindre. Certains scientifiques allemands insistaient sur le fait que les pilotes alliés devaient avoir des systèmes de guidage secrets. D'autres affirmaient que les roquettes américaines utilisaient un guidage magnétique. Un rapport technique de la Luftwaffe d'août 1944 déclarait que la précision des HVAR était physiquement impossible sans contrôle électronique. Le vrai secret, des tests en soufflerie en Californie, des milliers d'heures, des centaines de configurations d'ailerons différentes, des ingénieurs américains essayant des conceptions, mesurant les résultats, essayant à nouveau,
Pas de guidage secret, pas de guidage magnétique, juste la persévérance américaine appliquée à un problème jusqu'à ce qu'il cède. Pendant ce temps, au-dessus de Caen, les 4 pilotes de P-47 se redressèrent de leur piquet et se regroupaient à 12 000 pieds. Paulin vérifia sa montre, 15h48. 1 minute s'était écoulée depuis qu'il avait repéré les tigres. En contrebas, 12 bûchers de blindés allemands en flammes marquaient l'endroit où l'espoir de la Wehrmacht était mort. Des survivants allemands au sol rapportèrent plus tard ce qu'ils avaient vu à leur commandant. Leur témoignage apparut dans des interceptions de renseignements alliés déclassifiées de juillet 1944. Un officier d'infanterie allemand lança par radio « Avions américains ont détruit 12 Tigres sans effectuer de second passage. Durée de l'attaque estimée à moins de 10 secondes. Demande couverture aérienne immédiate pour toutes les avancées blindées, mais voici ce que cet officier allemand ignorait et ne pouvait comprendre. Le P-47 n'était pas conçu pour chasser les chars. Republic Aviation construisit le Thunderbolt comme escorte de chasse à haute altitude. L'énorme moteur R2800 était destiné à chasser les chasseurs de la Luftwaffe à 30 000 pieds. Les ingénieurs américains n'avaient jamais prévu que le P-47 transporte des roquettes. Les premières conceptions ne pouvaient même pas monter des pylônes sous les ailes sans affecter la stabilité. Puis, des commandants de terrain américains en Europe commencèrent à poser des questions. Le P-47 pouvait-il transporter des bombes? Pouvait-il mitrailler des cibles au sol? Pouvait-il monter des roquettes comme le Typhoon britannique? À chaque fois, les ingénieurs de Republic Aviation répondirent « oui ». À chaque fois, ils redessinèrent les structures porteuses. À chaque fois, ils testèrent de nouvelles configurations. À chaque fois, la flexibilité de la fabrication américaine transforma un chasseur en quelque chose de plus. En juillet 1944, le P-47 Thunderbolt était devenu l'avion de combat le plus polyvalent de la Seconde Guerre mondiale. Il pouvait escorter des bombardiers jusqu'à Berlin à 30 000 pieds le matin et détruire des chars Tigres à 100 pieds l'après-midi. Les concepteurs d'avions allemands appelèrent cela une philosophie de conception impossible. Ils ne pouvaient pas comprendre comment une seule cellule accomplissait des missions qui nécessitaient 3 types d'avions allemands différents. Le secret n'était pas dans la conception du P-47. Le secret était dans la philosophie de fabrication américaine qui le sous-tendait. Les avions allemands provenaient de bureaux d'études qui dictaient des spécifications. Les avions américains provenaient de pilotes qui signalaient des problèmes et d'ingénieurs qui les corrigeaient. La capacité de roquette du P-47 existait parce qu'un contrôleur au sol américain en Italie avait demandé si les P-47 pouvaient transporter des roquettes et Republic Aviation avait répondu « Donnez-nous 3 semaines ». 3 semaines plus tard, des kits de modification de terrain furent expédiés à chaque escadron de P-47 en Europe. Les mêmes kits, les mêmes points de montage, les mêmes procédures. La logistique américaine signifiait que chaque pilote de P-47 pouvait charger des roquettes avant une mission matinale et les larguer à la place de bombes avant une mission de l'après-midi. La logistique allemande signifiait des unités d'attaque au sol, spécialisées utilisant des avions spécialisés qui prenaient des mois à déployer. De retour aux Tigres en flammes, près de Caen. Les équipes de récupération allemandes arrivèrent à 17h30. Leur rapport au quartier général allemand décrivait une dévastation que le quartier général refusa initialement de croire. Tous les 12 Tigres, perte totale. Tous les 12 équipages, morts. Aucun avion américain abattu, aucune perte américaine. Durée de l'attaque estimée à moins de 10 secondes. Le commandant allemand de la récupération était un vétéran nommé Klaus Weber. Il supervisait la récupération des chars depuis 1942. Il avait vu des Tigres détruits par l'artillerie soviétique. Il avait vu des Panthers mis hors d'état de nuire par des canons anti-chars britanniques. Il n'avait jamais vu 12 Tigres détruits simultanément par des avions.
Son rapport officiel comprenait une ligne qui apparaît dans des documents déclassifiés aux archives nationales. Les armes à roquettes américaines démontrent une capacité technologique dépassant la compréhension allemande actuelle. Recommandait une révision doctrinale immédiate. Mais la révision arriva trop tard. L'attaque du 18 juillet n'était pas un incident isolé. C'était le début d'une chasse systématique aux chars par les escadrons de P-47 à travers la France. Les pilotes américains développèrent des tactiques spécifiquement pour la chasse aux tigres. Ils apprirent à repérer la coque rectangulaire distinctive. Ils apprirent que les tigres en retraite créaient l'angle de cible parfait. Ils apprirent à viser le compartiment moteur où une seule roquette pouvait enflammer le carburant et les munitions simultanément. En août 1944, les commandants de chars allemands refusèrent d'avancer sans couverture aérienne de la Luftwaffe. Mais la Luftwaffe ne pouvait pas fournir de couverture aérienne. Les P-47 et P-51 américains avaient détruit la capacité de chasse de la Luftwaffe au-dessus de la France. Les chars allemands qui terrorisaient autrefois l'infanterie alliée se cachaient maintenant dans des granges pendant la journée. Les divisions Panzer, qui avançaient autrefois de 40 miles par jour, se déplaçaient maintenant la nuit et priaient pour que les nuages les cachent à l'aube. Un commandant de char allemand capturé, interrogé par les renseignements américains en septembre 1944, décrivit l'impact psychologique. Son témoignage apparaît dans des documents de l'OSS déclassifiés. « Nous craignons le P-47 plus que nous ne craignions les chars ennemis. Nous pouvions combattre les chars ennemis. Nous comprenions les canons anti-chars. Mais le P-47 apparaissait sans avertissement. Il tuait sous des angles que nous ne pouvions pas défendre. Notre blindage le plus épais ne signifiait rien. Nos canons les plus puissants ne pouvaient pas l'atteindre. Nous nous sentions comme des souris sous un aigle. C'est à ce moment que l'Allemagne a perdu la guerre blindée. Pas parce que les Tigres n'étaient pas d'excellents chars. Ils l'étaient. Pas parce que les équipages allemands n'étaient pas compétents. Ils étaient parmi les meilleurs. L'Allemagne a perdu parce que la supériorité aérienne américaine a rendu la supériorité blindée allemande sans objet. La Wehrmacht a construit le char le plus redouté au monde. L'industrie américaine a construit un avion qui a transformé ses chars en cibles. Les mathématiques ont détruit le moral allemand autant que les roquettes. Un Tigre coûtait 300 000 $ et nécessitait 300 000 heures de travail pour être construit. Une roquette HVAR coûtait 180 $ et nécessitait 12 heures de travail pour être construite. Les usines américaines produisaient 15 000 roquettes par mois en août 1944. Les usines allemandes produisaient 104 Tigres par mois au plus fort de la production. L'arsenal de la démocratie pouvait perdre 1600 roquettes pour chaque Tigre détruit et gagner encore la guerre économique. Mais les commandants allemands n'ont jamais compris les implications industrielles. Ils ont continué à exiger plus de Tigres. Ils ont continué à insister sur le fait qu'un meilleur blindage résoudrait le problème. Ils n'ont jamais réalisé que la capacité de production américaine rendait la qualité des chars allemands sans importance. L'Allemagne pouvait construire le char parfait et l'industrie américaine construirait simplement plus de roquettes. Le capitaine Paulin Leclerc, le pilote qui a tiré les premières roquettes le 18 juillet, a survécu à la guerre avec 27 victoires aériennes confirmées. Il est retourné à Nantes en décembre 1945. Il parlait rarement de la guerre. Lorsqu'il était pressé par les journalistes, il disait seulement « Nous avions un meilleur équipement et plus de celui-ci ». Leclerc comprenait quelque chose que les généraux allemands n'ont jamais accepté. La technologie ne gagne pas les guerres. La capacité industrielle à produire et à déployer la technologie gagne les guerres. Le P-47 Thunderbolt n'était pas le meilleur chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Le P-51 Mustang était plus rapide. Le Spitfire britannique était plus agile. Le F-190 allemand était plus lourdement armé. Mais le P-47 était le chasseur américain le plus produit,
avec 15 683 construits. Plus important encore, il était le plus polyvalent. Il pouvait accomplir toutes les missions que les commandants américains demandaient. Cette polyvalence venait de la philosophie d'ingénierie américaine. Construire des systèmes adaptables, puis les adapter aux exigences changeantes du champ de bataille. La philosophie d'ingénierie allemande construisait une perfection spécialisée. Le Tiger était parfait pour tuer d'autres chars. Le Stuka était parfait pour le bombardement en piqué. Le ME-262 était parfait pour l'interception à grande vitesse. Mais chaque machine parfaite ne pouvait accomplir que sa mission parfaite. L'ingénierie américaine construisait des machines assez bonnes qui pouvaient accomplir toutes les missions requises. Dans une guerre totale, l'adaptabilité bat la perfection à chaque fois. L'attaque du 18 juillet 1944 près de Caen a prouvé ce principe en 4 secondes. 4 P-47 ont détruit 12 Tigers parce que les ingénieurs américains avaient créé un chasseur capable de monter des roquettes. De les viser avec précision et de les livrer avec précision tout en maintenant une capacité de supériorité aérienne. Les ingénieurs allemands n'ont jamais résolu ce problème multimission. Ils ont continué à construire des avions spécialisés pour des missions spécialisées et se sont demandé pourquoi ils n'avaient jamais le bon avion disponible au bon moment. Après la guerre, des commandants de chars allemands capturés ont participé à des entretiens détaillés sur leurs expériences de combat. Ces entretiens, maintenant déclassifiés et disponibles au United States Army Heritage and Education Center, révèlent les dommages psychologiques que la puissance aérienne américaine a infligés aux forces blindées allemandes. Un commandant de Tiger nommé Friedrich von Schröder a servi de 1942 à 1945. Il a combattu en Russie, en Italie et en France. Il a survécu à 47 engagements de combat contre des chars ennemis. Il a été interrogé en 1947, alors qu'il était emprisonné en Grande-Bretagne. Son témoignage décrivait le moment où les équipages de chars allemands ont réalisé qu'ils avaient perdu la guerre. Nous pouvions accepter les pertes dues aux chars ennemis. Nous comprenions ce combat. Nous pouvions manœuvrer. Nous pouvions utiliser le terrain. Nous pouvions utiliser nos canons supérieurs. Mais les avions américains ont rendu tous nos avantages sans valeur. Ils attaquaient sous des angles que nous ne pouvions pas défendre. Ils frappaient avant que nous sachions qu'ils étaient présents. Notre char le plus puissant est devenu un piège mortel lorsque les avions américains sont apparus. En août 1944, les équipages expérimentés ont refusé d'avancer pendant la journée. Nous savions que le mouvement signifiait la mort venue d'en haut. Nous savions que notre blindage ne pouvait pas nous protéger. Nous savions que l'Allemagne avait perdu le ciel et donc perdu la guerre. Ce témoignage a révélé quelque chose que les commandants américains comprenaient, mais que les commandants allemands n'ont jamais accepté. La supériorité aérienne ne consistait pas seulement à abattre des avions ennemis. La supériorité aérienne signifiait contrôler le champ de bataille en 3 dimensions. Les chars allemands pouvaient dominer le combat terrestre, mais les avions américains dominaient l'espace au-dessus du combat terrestre. Le contrôle de cet espace a rendu le contrôle du sol inévitable. Les attaques de roquettes P-47 incarnaient cette domination tridimensionnelle. Les chars allemands ne pouvaient pas riposter contre des avions plongeant à 640 km/h depuis 2400 mètres. Les canons anti-aériens allemands ne pouvaient pas suivre des cibles se déplaçant aussi vite à cette altitude. Les chasseurs allemands ne pouvaient pas fournir de couverture parce que les chasseurs américains avaient déjà détruit la capacité de chasse allemande. Chaque élément de la doctrine allemande des armes combinées a échoué simultanément parce que les Américains contrôlaient l'air. Mais contrôler l'air ne suffisait pas. Les forces américaines avaient besoin d'armes pour exploiter ce contrôle. La roquette HVAR était cette arme. Elle a transformé la supériorité aérienne en domination au sol. Elle a fait de chaque char allemand une cible potentielle.
quelle que soit l'épaisseur du blindage. Elle a forcé les commandants allemands à choisir entre le mouvement, qui signifiait la mort venue d'en haut, ou la dissimulation, qui signifiait la paralysie opérationnelle. Les forces allemandes ont choisi la dissimulation. Les divisions Panzer qui menaient autrefois les offensives allemandes ont passé la dernière année de la guerre à se cacher dans les forêts. Les commandants de chars qui menaient autrefois des percées blindées ont refusé d'avancer sans couverture nuageuse. Le passage psychologique d'agresseur à victime s'est produit parce que l'innovation américaine a rendu le blindage allemand obsolète en 4 secondes le 18 juillet 1944. Votre grand-père était peut-être là. Des milliers de soldats américains ont avancé derrière la couverture aérienne que les P-47 fournissaient. Ils ont marché devant des chars allemands en feu. Ils ont vu de leurs propres yeux ce que la technologie américaine pouvait accomplir. Ils ont compris que la puissance industrielle américaine n'était pas seulement une question de quantité. Il s'agissait d'une innovation appliquée plus rapidement que l'ennemi ne pouvait s'adapter. Il s'agissait d'ingénieurs en Californie résolvant des problèmes qui protégeaient les soldats en France. Il s'agissait de l'Amérique profonde, construisant des armes qui ont vaincu le meilleur équipement de la Wehrmacht. Ce n'était pas seulement de la technologie, c'était la démocratie américaine qui fabriquait la victoire. Republic Aviation employait 23 000 travailleurs dans son usine de Farmingdale, dans l'État de New York. Ils ont construit des P-47 sur des chaînes de montage que Henry Ford a été le premier à utiliser. Ils ont utilisé des techniques de production de masse que la fabrication allemande basée sur l'artisanat ne pouvait pas égaler. Ils ont produit des chasseurs plus vite que l'Allemagne ne pouvait produire des pilotes pour les combattre. La Naval Ordnance Test Station, en Californie, employait 2400 ingénieurs et techniciens. Ils ont conçu des armes en utilisant des souffleries et des champs d'essai que l'Allemagne ne pouvait pas se permettre de construire. Ils ont itéré des conceptions chaque semaine alors que les bureaux allemands prenaient des mois. Ils ont résolu des problèmes par des essais, tandis que les ingénieurs allemands résolvaient des problèmes par la théorie. L'empirisme américain a battu la théorie allemande parce que l'empirisme se moque des solutions élégantes. Seulement des solutions qui fonctionnent. La combinaison de la production de masse de Republic Aviation et de l'itération rapide de la Naval Ordnance Test Station a créé le système qui a détruit 12 Tigers en 4 secondes. Pas l'incompétence allemande, pas le manque de courage allemand, pas la technologie inférieure allemande. La supériorité industrielle américaine a rendu l'excellence allemande inutile. Les documents allemands capturés après la guerre révèlent l'impact psychologique que cette réalisation a eu sur la direction de la Wehrmacht. Un rapport du Panzer Group West, daté du 3 août 1944, 2 semaines après l'attaque du 18 juillet, indiquait « La supériorité aérienne tactique américaine a rendu les opérations blindées intenables pendant la journée. Recommandait la suspension des opérations blindées offensives jusqu'à ce que la parité aérienne soit atteinte. » La parité aérienne n'a jamais été atteinte. La production d'avions américains en 1944 a atteint 96 318 appareils. La production allemande a atteint 39 807, même si chaque avion allemand avait été un chasseur. Ce qui n'était pas le cas. L'Allemagne ne pouvait pas égaler les chiffres américains, même si chaque chasseur allemand avait été supérieur, ce qui n'était pas tous supérieurs. Les pilotes allemands ne pouvaient pas surmonter un désavantage numérique de 2 contre 1, tout en combattant également les forces aériennes britanniques et soviétiques. Les mathématiques de la guerre industrielle ont détruit les espoirs allemands avant que la première roquette ne soit lancée le 18 juillet. Mais les commandants allemands ont continué à se battre parce qu'ils n'ont jamais compris les mathématiques. Ils croyaient en la supériorité technique allemande. Ils croyaient que de meilleurs chars et de meilleurs avions finiraient par triompher. Ils n'ont jamais compris que la capacité industrielle rend la qualité inutile lorsque la quantité atteint des niveaux écrasants.
Le commandement américain l'avait compris dès le début. Le général Dwight Eisenhower qualifiait le P-47 de cheval de trait qui a gagné la guerre terrestre en Europe. Pas le P-51, pas le B-17, le P-47. Parce que le P-47 combinait suffisamment de qualité avec une quantité écrasante pour rendre la résistance allemande futile. Parce que Republic Aviation les construisait plus vite que l'Allemagne ne pouvait les détruire. Parce que la logistique américaine pouvait les livrer partout où les forces américaines combattaient. Parce que les équipes de maintenance américaines pouvaient les réparer avec des pièces de rechange qui arrivaient en quelques jours, au lieu de plusieurs mois. L'attaque du 18 juillet détruisit 12 Tigers, mais elle détruisit aussi la confiance allemande dans l'idée qu'un équipement supérieur gagnerait la guerre. Elle prouva que la puissance industrielle américaine pouvait submerger l'excellence technique allemande grâce à la production de masses d'armes suffisamment bonnes, déployées par des équipages suffisamment bien entraînés, soutenus par une logistique écrasante. C'était la manière américaine de faire la guerre. Pas une brillance individuelle, bien que les forces américaines aient eu des individus brillants. Pas des tactiques supérieures, bien que les forces américaines aient développé d'excellentes tactiques. La manière américaine de faire la guerre était l'application systématique de la supériorité industrielle, jusqu'à ce que la résistance ennemie s'effondre sous le poids de la production américaine. Les attaques de roquettes des P-47 symbolisaient cette approche. De bons avions, de bonnes roquettes, de bons pilotes, une bonne logistique, combinée en un système qui rendait l'excellence allemande hors de propos. Le capitaine Johnson le comprenait mieux que la plupart. Dans une interview de 1989, enregistrée avant sa mort en 1988, Johnson réfléchissait sur l'attaque du 18 juillet. « Je n'ai pas gagné ce combat. L'industrie américaine a gagné ce combat. Republic Aviation m'a donné un avion capable de transporter les armes. Naval Ordnance m'a donné des roquettes capables de détruire des chars. L'entraînement américain m'a donné les compétences pour lancer ces roquettes. La logistique américaine m'a donné le carburant et les munitions pour effectuer cette mission. J'ai juste appuyé sur le bouton. L'Amérique a appuyé sur le bouton à travers moi. » Cette humilité caractérisait la génération glorieuse. Il comprenait qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand que l'héroïsme individuel. Ils étaient des instruments de la démocratie industrielle américaine appliqués à la guerre totale. Ils étaient à la preuve que les sociétés libres pouvaient être surpassées en production, en innovation et, en fin de compte, en combat le militarisme totalitaire. Les 12 Tigers en flammes, près de Caen le 18 juillet 1944, représentaient l'aboutissement de cette puissance démocratique industrielle. Chaque Tiger représentait l'excellence industrielle allemande. Chaque roquette HVAR représentait la production de masse industrielle américaine. La bataille de 4 secondes entre eux prouva que la production de masse d'armes adéquates bat la production à petite échelle d'armes excellentes dans la guerre industrielle. L'Allemagne n'a jamais appris cette leçon. Ils ont continué à construire des Tigers jusqu'en mars 1945, 2 mois avant la reddition. Ils ont continué à essayer de perfectionner le char parfait. Tandis que les usines américaines construisaient des milliers de chars suffisamment bons, soutenus par des dizaines de milliers d'avions suffisamment bons, transportant des centaines de milliers de roquettes suffisamment bonnes, suffisamment bons, déployés en quantités écrasantes, gagnent la guerre totale. La Wehrmacht a pris cette vérité en 4 secondes le 18 juillet 1944. La leçon leur coûta 12 Tigers, 12 équipages, et, en fin de compte, la guerre. 20 ans après la guerre, le capitaine Johnson assista à une réunion d'anciens combattants à Oklahoma City. Un jeune journaliste lui posa la question que tout le monde posait. « Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez détruit 12 Tigers en 4 secondes ?» Johnson fit une pause. Il regarda ses mains, des mains qui avaient autrefois serré un manche à balai à 8000 pieds au-dessus de la France. Des mains qui avaient appuyé sur un bouton qui tua 48 hommes en 4 secondes. Je me suis senti reconnaissant.
répondit finalement Johnson, reconnaissant que les ingénieurs américains m'aient donné une arme qui fonctionnait, reconnaissant que l'industrie américaine en ait construit suffisamment, reconnaissant que je sois rentré à la maison et que ces garçons de Farmingdale qui ont construit mon avion m'aient donné cette chance. J'ai tué 48 hommes ce jour-là. Mais si je ne l'avais pas fait, combien de garçons américains ces Tigers auraient-ils tués? Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'arithmétique froide enveloppée de gratitude. Cette arithmétique résonnait à travers chaque Américain qui avait servi. Le premier lieutenant James Appel, qui tira les dernières roquettes lors de l'attaque de 4 secondes, retourna à sa ferme familiale en Pennsylvanie après la guerre. Il ne parla jamais de ces 8 chars détruits confirmés. Son fils découvrit son dossier de guerre seulement après la mort d'Appel en 1987. Parmi les papiers de son père, le fils trouva une lettre qu'Appel avait écrite mais jamais envoyée à Republic Aviation en 1946. La lettre disait « J'ai effectué 53 missions de combat dans votre P-47. J'ai été touché par la flak 7 fois. Votre avion m'a ramené à la maison à chaque fois. J'ai détruit 8 chars allemands et endommagé d'innombrables autres. Mais la chose la plus importante que votre avion ait faite a été de me ramener auprès de ma famille. Merci de l'avoir construit assez solide pour me sauver la vie. Merci de m'avoir donné la chance d'être un père. » Cette lettre, maintenant conservée au Smithsonian National Air and Space Museum, capture quelque chose que les statistiques ne montrent jamais. Le P-47 n'était pas seulement un système d'armes. C'était une police d'assurance vie. Sa construction robuste a sauvé des centaines de pilotes américains qui ont subi des dommages qui auraient détruit des avions plus légers. L'énorme moteur R-2800 pouvait tourner avec plusieurs cylindres touchés. La cellule pouvait absorber des punitions qui auraient détruit un Spitfire ou un P-51. Les pilotes allemands qui ont survécu à la guerre ont parlé avec crainte de la capacité du P-47 à absorber les dommages. Hans-Joachim Marseille, l'un des meilleurs as de la Luftwaffe, a été cité dans une interview de 1957 disant « Nous pouvions cribler un P-47 de balles et il continuait à voler. Nous voyons des morceaux tomber, nous voyons de la fumée, nous voyons des flammes. Et pourtant, le pilote américain rentrait chez lui. C'était démoralisant de marquer ce que nous savions être des coups mortels, seulement pour voir le P-47 disparaître dans les nuages et s'échapper. » Cette durabilité venait de la philosophie d'ingénierie américaine. Les chasseurs allemands étaient construits légers pour maximiser les performances. Les chasseurs américains étaient construits solides pour maximiser la capacité de survie. La doctrine allemande s'attendait à ce que les compétences du pilote évitent les coups. La doctrine américaine s'attendait à des coups et concevait des avions pour y survivre. Dans une guerre d'usure, la philosophie américaine a gagné. Parce que les pilotes morts ne peuvent pas acquérir d'expérience, mais les pilotes qui survivent aux mauvais jours deviennent des vétérans qui gagnent les batailles futures. Les 12 équipages de chars allemands qui sont morts le 18 juillet 1944 n'ont jamais eu cette chance. Hans Schultz, le commandant du Tiger dont le char a été détruit par la première roquette de Johnson, avait 26 ans. Il avait une femme nommée Elsa et une fille nommée Greta, qu'il n'avait vue qu'une seule fois, lors d'une brève permission en 1943. Sa dernière lettre à la maison, écrite le matin du 18 juillet, parlait de la façon dont les Tigers le faisaient se sentir en sécurité, comment leur blindage épais lui faisait croire qu'il survivrait pour voir sa fille grandir. 4 heures après avoir écrit cette lettre, Schultz mourut en essayant de s'échapper de son Tiger en flammes. La guerre n'a pas de gentils et de méchants lorsqu'elle est réduite à une tragédie individuelle. Elle a des hommes qui ont servi les nations dans lesquelles ils sont nés. Mais il y a aussi des gouvernements qui ont choisi le mal et des gouvernements qui se sont opposés au mal. Les équipages des Tigers sont morts au service d'un régime qui a assassiné des millions de personnes. Les pilotes de P-47 se sont battus pour une nation qui,
malgré tous ses défauts, représentait l'espoir de la liberté humaine. Cette distinction compte. La tragédie individuelle n'efface pas la clarté morale. Les femmes qui ont construit les P-47 chez Republic Aviation comprenaient cette clarté morale. Elles travaillaient 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Elles gagnaient 65 cents de dollars américains de l'heure. Elles enduraient l'épuisement, les blessures et la peur constante que leur travail ne soit pas assez bon. Qu'un rivet mal posé puisse causer la défaillance d'un P-47 et la mort d'un pilote américain, mais elles continuaient à travailler parce qu'elles comprenaient ce qui était en jeu. Bernadette Dubois travaillait comme riveteuse chez Republic Aviation de 1942 à 1945. Dans une interview d'histoire orale de 1994, elle a décrit ce qui la faisait tenir le coup. Chaque P-47 qui sortait de cette chaîne avait un morceau de mon âme en lui. Chaque rivet que je posais était une prière. Et pour qu'un garçon américain puisse rentrer à la maison, parce que mon travail tiendrait, mon frère est mort à Guadalcanal. Je n'ai pas pu le sauver, mais peut-être, juste peut-être, l'avion que j'ai construit sauverait le frère de quelqu'un d'autre. Cette pensée m'a permis de survivre à 3 ans de quart de 12 heures. Multiplier Bernadette Dubois par 23 000 ouvriers chez Republic Aviation. Multiplier cela par des centaines de milliers d'ouvriers dans des milliers d'usines à travers l'Amérique. C'est ça, l'arsenal de la démocratie. Pas des tanks, des avions et des navires, des jeunes, des gens qui ont sacrifié le confort, la sécurité et le temps passé avec leur famille pour construire les armes qui ont gagné la guerre. Les 12 Tigers détruits le 18 juillet 1944 représentaient 3,2 millions de dollars américains et 900 000 heures de travail industriel allemand. Mais ils représentaient aussi quelque chose de plus précieux. Les 48 membres d'équipage qui sont morts à l'intérieur. 48 hommes allemands qui étaient des fils, des frères, des maris, des pères. 48 vies qui se sont terminées dans le feu et l'acier parce qu'ils ont servi un régime qui a choisi la guerre. C'est ça, la tragédie de l'histoire. Pas que l'Amérique ait gagné. L'Amérique méritait de gagner. La tragédie, c'est que ces 48 Allemands ont servi un gouvernement qui a rendu leur mort inévitable en déclenchant une guerre que l'Allemagne ne pourrait jamais gagner contre la capacité industrielle américaine. Le courage de la Wehrmacht n'a pas pu surmonter la stupidité stratégique allemande. L'excellence du Tiger n'a pas pu surmonter les mathématiques du combat contre l'Amérique, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique simultanément. Les 4 pilotes de P-47 comprenaient cela mieux que leurs ennemis allemands. Ils savaient que la guerre était gagnée avant le lancement de cette première roquette. Ils savaient que l'industrie américaine avait déjà produit plus d'armes que l'Allemagne ne pouvait en détruire. Ils savaient que chaque jour où la guerre continuait, les usines américaines construisaient plus de P-47, plus de roquettes, plus de tout, tandis que les usines allemandes s'effondraient sous les bombardements alliés. Cette connaissance ne rendait pas le meurtre plus facile, mais elle rendait le meurtre significatif. Chaque tank allemand détruit était un tank de moins qui tirait sur l'infanterie américaine. Chaque soldat allemand tué était un soldat de moins qui occupait la France. Chaque mission effectuée raccourcissait la guerre et sauvait des vies alliées. L'arithmétique était froide, mais l'arithmétique était aussi morale. Mettre fin plus rapidement à une guerre maléfique sauve plus de vies que de la mener en douceur. Cette histoire n'est pas faite d'archives poussiéreuses et de statistiques oubliées. C'est l'histoire de votre famille. La génération de votre grand-père a prouvé que la démocratie américaine pouvait triompher du militarisme fasciste grâce à une supériorité industrielle appliquée systématiquement. Ils ont prouvé que la rue principale pouvait surpasser le totalitarisme en matière de production. Ils ont prouvé que l'innovation américaine pouvait surmonter tout avantage ennemi. Avec le temps et les ressources nécessaires,
Ils ont prouvé que la liberté construit de meilleurs systèmes que la tyrannie. Ces histoires doivent être racontées. Les documentaires d'entreprise les aseptisent en fait stériles. Les historiens universitaires les enterrent dans des notes de bas de page. Mais ces histoires appartiennent aux familles américaines. Elles appartiennent aux petits-enfants des ouvriers qui ont construit des P-47 à Farmingdale. Elles appartiennent aux arrière-petits-enfants des ingénieurs qui ont conçu des roquettes en Californie. Elles appartiennent à chaque Américain dont la famille a contribué à l'arsenal de la démocratie. Si cette histoire compte pour vous, si vous croyez que la Greatest Generation mérite d'être commémorée, Superthanks n'est pas seulement un soutien à la chaîne. C'est vous qui dites à YouTube que l'histoire compte. C'est vous qui dites que l'histoire militaire américaine mérite la même attention que le contenu des entreprises. C'est vous qui préservez la mémoire de ce que la démocratie industrielle américaine a accompli lorsque la civilisation avait besoin d'être sauvée. Vous ne vous contentez pas de soutenir une chaîne, vous restez fidèle à la génération qui a sauvé le monde. Vous honorez les ouvriers qui ont construit des armes. Vous respectez les ingénieurs qui les ont conçus. Vous vous souvenez des pilotes qui les ont livrés. Vous participez à la préservation de ce qu'ils ont accompli. Ces 12 Tigers ont brûlé pendant 4 secondes le 18 juillet 1944. Mais ce qu'ils représentaient a brûlé pour toujours. Ils représentaient le moment où la supériorité blindée allemande est morte sous la supériorité aérienne américaine. Ils représentaient la fin de la capacité offensive allemande en France. Ils représentaient la puissance industrielle américaine, rendant obsolète l'excellence technologique nazie. 4 pilotes de P-47 de l'Oklahoma, du Michigan, de Pennsylvanie et du Texas ont détruit le symbole de la puissance blindée allemande dans le temps qu'il faut pour prendre 2 respirations. Ce n'est pas seulement de l'histoire militaire, c'est l'histoire de la façon dont la démocratie américaine s'arme lorsqu'elle est menacée. C'est l'histoire de la façon dont les gens libres innovent plus que la tyrannie. C'est votre histoire. C'est l'histoire de votre grand-père. C'est l'histoire que nous préservons ensemble. Souvenez-vous de ce que disait le capitaine Johnson. « Je n'ai fait qu'appuyer sur le bouton. L'Amérique a appuyé sur le bouton à travers moi. » Chaque Américain qui a contribué à l'arsenal de la démocratie a appuyé sur ce bouton. Chaque ouvrier qui a construit des P-47, chaque ingénieur qui a conçu des roquettes, chaque pilote qui a effectué des missions, chaque famille qui a acheté des obligations de guerre, chaque potager planté, chaque femme qui a riveté l'acier, tous ont appuyé sur ce bouton ensemble en 4 secondes, le 18 juillet 1944. Votre liberté existe parce qu'ils ont appuyé dessus. Votre monde existe parce qu'ils ont construit les armes qui ont vaincu le fascisme. Votre vie existe parce que la démocratie industrielle américaine s'est avérée supérieure au militarisme nazi. 4 secondes, 12 Tigers, un héritage infini. N'oubliez jamais qui a payé ce prix. N'oubliez jamais qui a construit ces armes. N'oubliez jamais que la victoire américaine est venue des usines de la rue principale, de l'ingénierie des petites villes et des sacrifices familiaux multipliés à travers des millions de personnes jusqu'à ce qu'ils submergent la tyrannie. C'est la génération qui a sauvé le monde. C'est la génération qui a prouvé que la démocratie fonctionne lorsqu'elle est mise à l'épreuve par le feu. C'est votre génération, votre famille, votre histoire. Équipe P-47 Thunderbolt ou équipe P-51 Mustang. Commentez ci-dessous quel chasseur américain était le véritable tueur de tanks de la Seconde Guerre mondiale.